Pourriez-vous nous présenter dans quelques mots votre édition? Alors, la maison d'édition s'appelle Le Ver à Soie et c'est une maison d'édition qui travaille autour des expériences de l'exil et du sentiment de l'exil. Alors bien évidemment, c'est un champ assez vaste, ça peut comprendre aussi le voyage, les quêtes, les passages de frontières, le déplacement et surtout, j'aime bien ce mot exil parce qu'au fond, on n'a pas forcément besoin de se déplacer pour se sentir en exil. Donc pour moi, c'est plutôt une attitude, une posture et j'ai envie de travailler à développer effectivement des livres et toute une gamme de livres autour de ces questions de passage, de seuil, de marge. Voilà. Comment vous avez choisi les deux auteurs, notamment, que vous représentez aujourd'hui? Alors, dans quelle collection ici? Alain Besançon donc, et Victor Krapounov. Ce sont deux collections spécifiques russophones qui s'appellent Tamizdat. En référence d'une part à l'exil, bien sûr, puisque le Tamizdat historiquement est véritablement emblématique de la question de l'exil, donc ça rentre complètement dans ma ligne éditoriale. Et ensuite, on voit que ces auteurs, Alain Besançon, c'est un académicien français qui a écrit en français. On s'est rendu compte qu'il avait beau chercher un éditeur en Russie, il n'en trouvait pas, et qu'on considérait que son livre pouvait être gênant. Et donc, il n'a pas pu être édité en russe. Et donc, on a décidé là on s'est dit, si c'est pas possible de le faire en Russie, alors on va le faire en France parce que il faut que ce livre existe en russe, il s'adresse aussi aux Russes ou aux russophones. Et le deuxième est plus un livre, disons, militant, puisque Victor Krapounov, en fait, a été ministre de l'énergie du régime Nazarbayev. Il a été aussi maire d'Almaty, il a été ministre aux situations d'urgence. C'est quelqu'un qui a été très important dans le système Nazarbayev, qui a décidé de rompre avec ce système et qui a décidé aussi de témoigner de ce qu'il en a vu de l'intérieur. Donc c'est une autre facette finalement de l'exil. Là, on est plus lié avec l'idée de dissidence en fait, tel que ça se pensait aussi du temps du Tamizdat soviétique, où des gens russophones peuvent aussi trouver un espace ici pour témoigner des raisons qui les ont poussés à l'exil. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux aspects de cette collection, à la fois des auteurs qui vont être russophones et qui vont vraiment témoigner dans leur langue, et des auteurs français qui vont pouvoir être traduits dans la langue russe. Et voilà. Donc, on observe qu'il y a pendant des siècles la culture française et la culture russe ont des divers points communs, notamment dans l'histoire littéraire. Comment voyez-vous l'influence de la littérature française sur la littérature russe et inversement? Écoutez, c'est une question extrêmement compliquée qui a des ramifications effectivement historiques énormes. Pour le contemporain, je trouve qu'il y a effectivement dans le domaine littéraire beaucoup d'échanges. On aime en France, par exemple, traduire des auteurs russes. Je trouve qu'on ne traduit pas encore tout à fait assez des contemporains. On continue beaucoup à traduire finalement des auteurs qu'on considère ici comme étant classiques. Et voilà. Bon, moi, je ne sais pas trop quoi penser aujourd'hui de l'évolution de ces échanges parce qu'ils sont complexes, ils ne sont pas toujours aussi pacifiques qu'on peut le penser. Je crois qu'effectivement, nous, éditeurs français, on a aussi peut-être une pierre à apporter pour que les gens puissent dialoguer. Moi, je crois que c'est ça qui est important parce que même s'il y a des relations historiques très anciennes, beaucoup de représentations de la Russie, par exemple, en France, sont totalement biaisées aujourd'hui. Il faut réfléchir ensemble à ça. Et d'ailleurs, c'est un des thèmes du livre de Monsieur Besançon, cet aveuglement aussi d'une certaine partie de l'intelligentsia française sur ce qu'est la Russie, le fait que beaucoup de Français ne veulent pas savoir exactement ce que c'est la Russie, ni comprendre exactement dans quelles conditions les gens vivent, travaillent, pensent. Voilà, on a encore énormément de travail à faire de ce point de vue, me semble-t-il. Voilà. Et tant qu'une maison d'édition française, d'où vient cet intérêt vers l'Est, vers la Russie, vers la russophonie? Quelles sont vos motivations de vous tourner un peu vers eux? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, c'est tout à fait familial au sens où j'ai une famille qui vient de Biélorussie et non pas de Russie.
J'ai d'abord été éduquée dans un univers franco-biélorussianophone, ce qui est très très rare en France. Bien sûr, j'ai beaucoup étudié la Biélorussie et je suis progressivement venue à étudier le russe aussi. Mais ce n'était pas au départ ma langue dominante de l'Est, on va dire. En même temps, depuis 20 ans, je crois que j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de choses, aussi bien en Biélorussie, en Russie qu'en Ukraine, et même dans d'autres pays dits de l'ex-bloc soviétique. C'est un univers pour moi qui m'intrigue, sur lequel je me pose encore énormément de questions. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de rencontrer les gens. Voilà, ça fait partie de mon monde aussi. J'ai toujours finalement vécu avec des gens qui avaient quelque chose à transmettre de cet Est fantastique. Voilà, et je pense que je fais partie de ces gens qui ont reçu justement l'exil en héritage d'une certaine manière. Et j'en suis à un stade aujourd'hui où effectivement dans cet échange-là, peut-être qu'il y a une possibilité, en tout cas c'est ce que je me dis, de construire quelque chose de positif, voilà, de constructif. Parlant de positif et de constructif, est-ce que vous pensez que le papier, le livre, va survivre parmi tous ces genres de communication web et toutes les autres communications qu'on offre aux lecteurs d'aujourd'hui? En fait, je suis une toute jeune maison d'édition. Je me suis créée en mars dernier. Donc si je ne croyais pas que le livre allait perdurer, je pense que je ne me serais jamais lancée dans cette aventure. En fait, je crois beaucoup que le livre va perdurer. C'est un petit peu, si vous voulez, ce débat, le grand débat théâtre contre cinéma. Voilà. Le théâtre vit toujours, le cinéma existe. Voilà. Ce sont deux supports d'expression très différents. Il n'y a pas de commune mesure pour moi entre un livre papier, sa fonction, et la fonction d'un livre numérique par exemple ou d'un e-pub, mais les deux peuvent être totalement complémentaires et moi je travaille avec des gens, ou en tout cas je fais partie des gens qui réfléchissent à la manière de créer une hybridité qui soit acceptable et qui ne détruise pas justement la chaîne du livre, parce que au fond on a affaire à des métiers différents. Des gens qui sont éditeurs ne sont pas des développeurs, ne sont pas des programmateurs. On est incapable, nous, de produire des applications, par exemple, ou de l'e-pub 3, ou je ne sais quoi. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas effectivement créer des ponts, des passerelles entre le livre papier et le livre numérique. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui réfléchissent à comment créer du numérique enrichi à partir de livres papier, comment penser le livre papier en amont de la fabrication du numérique. Tout ça m'intéresse énormément. Je pense qu'il faut vivre avec son temps, c'est essentiel. Ceux qui ne le font pas souvent ne survivent pas justement, mais le livre papier reste quand même la base à partir de laquelle on doit travailler. Donc moi je trouve que c'est intéressant que des éditeurs aussi aillent à la rencontre de programmateurs, de codeurs pour comprendre comment à partir du papier on peut peut-être inventer quelque chose qui soit complémentaire. Voilà, c'est un petit peu la démarche que j'aimerais à terme mener dans cette maison. Voilà. Un énorme merci. Ce livre, le Vala Volkina, doit sortir en numérique dans quelques semaines. Et voilà, ça sera un test. On va voir comment le support numérique soutient la version papier ou pas. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux supports. Voilà, on va faire un test. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Merci.